Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère des populations face au mauvais état des routes dans la région du Sud. Malgré les promesses gouvernementales, l'axe Ebolova-Akomde-Kribi est dans un piteux état au grand désarroi des agriculteurs. Et dans ce journal, vous suivrez également comment le calvaire des usagers est aussi le quotidien de ceux qui vivent à Douala sur ces routes en piteux état. Où sont passés les travaux d'aménagement routier et de réhabilitation de ces tronçons routiers? Dans le dossier du 20h, nous ferons également le point sur les causes profondes du retard observé dans la construction des infrastructures sportives à Douala et Yaoundé. Après l'annonce présidentielle de la création de 500 000 emplois, quelle est la stratégie du gouvernement? La question taraude l'esprit des jeunes diplômés. Au-delà de la fonction publique, il y a un manque de lisibilité sur les conditions favorables à la création de ces 500 000 emplois dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les infrastructures sportives qui doivent abriter la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Les travaux peinent à être sur le pied de l'accélérateur tel que l'avait promis le président de la République. Le constat a été fait dans certains chantiers relatifs à ces infrastructures sportives à Douala. Le ministre des Marchés publics a pu s'en rendre compte. L'épineux problème du paiement des factures impacte également sur les travaux de construction de ces infrastructures sportives. Il a promis d'y trouver des solutions. Je vous propose de suivre ce reportage de Mitterrand Dam et Sylvestre Zangaou. C'est la fille chérie de l'entreprise turque Yenigun. La pelouse du stade Omnisport de Japoma fait l'objet d'une attention particulière. Elle est régulièrement arrosée, juste en dessous des tribunes colorées. Les 50 000 places assises prévues sont désormais disponibles. Tous les sièges ont été posés. Sur la charpente, commence à se dessiner la toiture et les couloirs qui mènent au vestiaire n'attendent plus que les joueurs. Les responsables de l'entreprise turque affirment que ce stade sera entièrement couvert au plus tard, à la fin du mois d'avril. Ministre des Marchés publics depuis quelques mois, Ibrahim Talba Mala, qui a visité le chantier, affirme qu'il est satisfait de ce qu'il a vu. Je suis particulièrement impressionné par l'importance du projet, la qualité technique que nous avons observée, mais aussi l'état d'exécution de ce projet qui, de toute évidence, est en très bonne voie et même en voie d'achèvement. En dehors de quelques détails que nous avons vus ensemble avec les partenaires, les acteurs opérant sur le chantier. Je sais qu'il y a eu quelques fléchissements depuis novembre, mais en juger par le rythme de travail, en juger par la détermination de tous les acteurs, y compris publics comme privés, nous n'avons pas de raison de ne pas croire à ce que ce projet ici à Japoma puisse aboutir. Japoma tiendra bientôt sa qualité de stade omnisport avec l'aménagement de la piste d'athlétisme, mais aussi le gymnase dont les travaux ont évolué de 20% en l'espace d'un mois. Quelle est la date prévue pour la livraison du complexe sportif de Japoma? Le ministre des Marchés publics affirme qu'il ne peut pas encore évoquer une date. Il n'est pas bon de se prononcer sur un délai, mais ce que j'ai dit, c'est que tout le monde est engagé dans l'accomplissement de l'ensemble des ordres de service à délivrer, mais aussi le renforcement de quelques problèmes de paiement, et le projet va être de ce côté-là, du côté de Japoma, nous n'avons pas de soucis. La prudence d'Ibrahim Talba Mala sur l'évocation du délai de livraison de l'ensemble du chantier peut se comprendre avec l'ampleur du travail qu'il y a encore à fournir pour l'aménagement des voies d'accès. Une tâche qui pourrait davantage se compliquer avec l'arrivée des pluies. Et dans quel état se trouvent les infrastructures sportives qui doivent abriter ce match décisif entre le Cameroun et les Comores prévu le 23 mars prochain à Yaoundé, notamment le stade Amadou Ahidjo et le stade militaire dans la cité capitale. C'était en tout cas l'objet de la visite du ministre des Sports dans ces stades ce jour à Yaoundé. Reportage Élisée Bogba et Aïk Cyril.
Le stade militaire de Yaoundé a été retenu comme l'un des stades d'entraînement pour le Cameroun et les Comores. Les deux formations s'affrontent dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Les officiels de cette rencontre pourraient également faire des échauffements ici. Mais à quelques jours de cette confrontation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est descendu sur le terrain pour voir dans quel état se trouve le stade militaire de Yaoundé. Le stade militaire de Yaoundé, c'est 2435 places assises. Tous les aspects de l'infrastructure sont passés au peigne fin, notamment les vestiaires qui comprennent chacun 28 armoires avec siège pour chaque joueur, une table de massage et des toilettes. Pendant sa visite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique se rend compte que les écrans géants sont fonctionnels. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons eu à relever comme différents éléments positifs qui conditionnent la bonne tenue, la bonne maintenance des infrastructures. Au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport, les ouvriers travaillent à donner un coup de neuf à l'infrastructure, tandis qu'à l'annexe 2, la visite du MINSEP coïncide avec une séance de formation des pensionnaires de l'ANAFOOT. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, le MINSEP jauge la capacité d'éclairage de la cuvette de Mfandena. Le match se jouera en nocturne. Le gazon est arrosé. Les écrans géants aussi fonctionnent. Dans les vestiaires, la salle de contrôle antidopage et la salle de gym attendent d'éventuels clients. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la régie est tenue des mains de maître par des éléments de la police. Tout se passe sous vidéosurveillance. Le stade Omnisport de Yaoundé, par exemple, où nous nous trouvons, abrite le 23 mars prochain une rencontre internationale entre l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, et l'équipe des Comores. C'est une rencontre importante parce que décisive pour la qualification et la participation des Lions Indomptables à la CAN totale qui se joue en Égypte en juin de cette année, en juin 2019. Il était donc impératif pour nous de nous assurer que cette rencontre se jouera dans de bonnes conditions et que les différents éléments qui concourent à la maintenance de cette belle infrastructure sportive sont pris en compte. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, c'est aussi sa centrale énergétique alimentée par 3 groupes électrogènes. Pour éviter les désagréments d'une coupure d'électricité, les matchs se jouent sous autonomie énergétique. C'est une exigence de la CAF et de la FIFA. Cameroun-Comores, ce sera en nocturne, ici même au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais ce n'est pas dans les habitudes des Camerounais de voir l'équipe nationale jouer ses matchs la nuit tombante. Pour s'assurer que tout ira pour le mieux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est descendu sur le terrain, ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, mais aussi au stade militaire et dans les stades annexes 1 et 2. Joël Essengue, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Au-delà de ces infrastructures sportives, il y a la problématique de l'entretien des axes routiers au Cameroun. À Douala, l'axe Niala-Japoma devenu impraticable et la situation s'empire avec le retour des premières pluies. Le constat a été fait lors d'une descente déléguée du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le docteur Fritz Tonentone s'est également rendu à PK14, là où un ravin géant menace la vie des populations. D'autres précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la tombée des premières pluies en tout début mars à Douala, le trajet Niala-Château d'eau, Japoma-Rail, était encore une vaste étendue de petits lacs sur près de 3 km. Un véritable parcours de combattants pour les usagers de cette route et les habitants du coin. Depuis quelques jours, ce tronçon commence à ressembler à une voie carrossable avec la reprise des travaux qui étaient à l'arrêt depuis 2014. À un taux d'exécution de 60%. Aujourd'hui, le génie militaire reprend tout à zéro. L'arrêt de ces travaux, l'arrêt prolongé, a encore provoqué beaucoup de dégradations. Donc là, nous avons repris et
tout ce que vous voyez exécuté comme travaux était la mise en place ou alors la remise en place, parce que ces couches étaient déjà mises en place au départ, la remise en place des couches de chaussée, notamment la couche de fondation est en train d'être mise en place. Et dans le sens contraire à cette route, Niala Château, Niala Rail menant à Ndokoti, les usagers et les habitants de ce quartier vont encore digérer leur impatience. Ce chantier du plan triennal d'urgence ayant été arrêté pour non-paiement des factures de l'entreprise prestataire. La route de Niala est encore gâtée, elle défraie la chronique. Nous allons, comme la dernière fois, avec l'aide du génie militaire, vous avez vu qu'on a commencé donc déjà à remblayer et à mettre un peu de matériel provisoire, c'est-à-dire la porcelaine et autres, en attendant que les travaux du marché régulièrement passés démarrent. Vous savez que ce sont des travaux dans le cadre du plan d'urgence qui ont aussi été arrêtés pour des contraintes financières. Parmi tous ces chantiers lancés en 2014, l'axe desservant tout Douala Nord est achevé, même si quelques finitions sont encore attendues. Vous allez voir quelques espaces qui n'ont pas reçu la pose d'enrobé. C'est simplement parce que à un certain moment, nous n'avions pas atteint les caractéristiques mécaniques voulues par la mission de contrôle, à savoir le labo génie. Il fallait donc améliorer ces caractéristiques mécaniques-là avant de venir mettre l'enrobé. C'est fait aujourd'hui, mais sauf que nous ne pouvons pas démarrer une centrale pour produire de faibles quantités. Donc nous allons boucher, nous allons exécuter tous ces raccords-là une fois que nous allons lancer Chapoma. Pour le super maire de Douala, les embouteillages et les routes délabrées seront bientôt un lointain souvenir. Dans les 2 mois qui suivent, il y aura plus de confort dans l'utilisation de ces routes au point de vue trafic. Autre chantier qui fait perdre le sommeil aux habitants de PK14, c'est l'apparition des ravins géants qui menacent d'engloutir des maisons. Certains habitants ont même déjà fui leur domicile. On a essayé de stabiliser avec les moellons, mais la reprise des pluies diluviennes ces derniers temps ont déstabilisé encore. Donc les consignes sont données pour que nous continuions à colmater. En attendant donc la fin des études, vous savez, pour arranger un grand ravin, ça demande beaucoup d'argent, des milliards et des études approfondies. En marge de la visite de tous ces chantiers, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala entend aussi relancer une lutte acharnée contre les constructions anarchiques et l'occupation des emprises sur la voie publique pour améliorer la qualité de la vie urbaine à Douala, classée à tort ou à raison dans 2 récents rapports internationaux parmi les 10 villes les plus invivables au monde. Autre localité et le même calvaire lié aux routes impraticables, c'est à Komde, dans la région du sud. Là-bas, la population se plaint de l'abandon des pouvoirs publics malgré les promesses gouvernementales. L'axe Ebolova à Komde-Kribi est toujours impraticable, ce au grand désarroi des agriculteurs qui peinent à écouler leurs produits agricoles dans les centres urbains. Le constat a été fait lors de la dernière fête du 8 mars, occasion pour les femmes d'exprimer leur ras-le-bol dans ce reportage que signent Roger Takala et Isabelle Carole Zoupet. La route Ebolova à Komde-Kribi se trouve dans un pitoyable état. Une dégradation notable qui met en mal les populations qui peinent au quotidien à vaquer à leurs occupations et surtout à évacuer leurs produits. Nous avons un problème de route parce que nos produits ne peuvent pas être écoulés. Par exemple, des femmes qui ont les champs, les maniocs, le macabo, tout ça. Sur place, donc nous avons trop de problèmes. C'est à Komde. Nous souhaitons que notre route soit bitumée parce que nous souffrons beaucoup. Si ailleurs la femme rurale souffre, celle d'Akomde souffre 100 fois. Maintes fois programmé, le bitumage de ce tronçon n'a jamais été effectif. Pourtant, la promesse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de rénover ce tronçon date de 2011. Des années après, le constat est bien plus alarmant. Les riverains d'Akomde dénoncent la vie chère dans cette localité suite
au mauvais état de cette route. Toute la cherté qui se trouve à Komdou, c'est par rapport à l'état de cette route. Quand la route a évolution, et à l'heure où je te parle, on a 24 sacs. Et maintenant, les 24 sacs en question, qui viennent donc acheter? Ces populations ne cessent d'interpeller les pouvoirs publics à ce sujet. Le 8 mars dernier, les femmes ont saisi l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale de la femme pour réitérer leurs revendications par des messages bien inscrits sur des pancartes. Vous savez que c'est nous, ici à Komdou, qui sommes en pleine forêt dense, au centre de cette forêt-là. Voilà pourquoi les femmes ont rédigé cette pancarte où elles disent qu'elles attendent le démarrage effectif de la route pour pouvoir évacuer leurs produits, pour pouvoir développer leur localité et nourrir leurs enfants. Elles exhortent une fois encore le chef de l'État de passer de la parole à l'acte. Le gouvernement envisage la construction d'une ligne électrique à Yaoundé sans avoir au préalable payé les droits d'indemnisation des populations au regard de l'urgence de ces travaux pour accroître l'offre énergétique du côté de la capitale. Le gouverneur du centre plaide pour la compréhension et la collaboration des populations concernées, celles qui résident sur le long du tracé de cette ligne électrique. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Les pouvoirs publics l'annoncent comme un projet futuriste. La construction de la ligne électrique Ahala-Kolanga-Kondengi d'une puissance de 90 kV pour accroître l'offre en énergie électrique dans la ville de Yaoundé. Ce projet est dans le but d'améliorer la qualité du service public d'électricité dans la région de Yaoundé et plus précisément dans les zones aux alentours de Kolanga. Il permettra l'évacuation des barrages en cours de construction ou en projet dans la ville de Yaoundé. La ligne 90 partira du poste existant d'Ahala pour le futur poste 90-30 de Kolanga, puis de Kolanga pour le poste existant de Kondengi, au cœur même de la cité capitale. Pour la réalisation du projet, les riverains devront céder tout ou partie de leurs biens, meubles et immeubles. Au cours de la séance de travail avec les populations de l'arrondissement de Yaoundé 4, particulièrement concernées par le projet, le gouverneur de la région du centre appelle à la collaboration. Demander à ces populations de collaborer, d'être disponibles et de travailler rapidement avec la commission pour pouvoir donc réaliser ce projet qui est très important pour essayer d'améliorer l'offre en énergie dans la ville de Yaoundé. Ailleurs dans le pays, les populations ont régulièrement bloqué la réalisation de certains projets parce qu'elles revendiquaient les indemnisations. À Yaoundé 4, la commission qui travaille autour du gouverneur de la région du centre invite les populations situées le long du tracé à faire déjà l'inventaire de leurs avoirs, notamment les ouvrages hydrauliques tels que les forages, les puits, les sources aménagées, les branchements électriques et autres. Elles devront également produire les actes notariés signés avant 2018, date de déclaration d'utilité publique de leur parcelle. Il est question donc pour cette population, des villages concernés, de tout faire pour ne pas retarder cette offre qui est donc du chef de l'État. La construction de la ligne électrique Ahala-Kolanga-Kondengi d'une puissance de 90 kV coûtera une bagatelle de 34 milliards de francs CFA. Le contrat commercial avec l'entreprise espagnole chargée de l'exécution des travaux a été signé en mars 2015 et le contrat des travaux en novembre 2017. Après l'annonce présidentielle de la création de 500 000 emplois en 2019, une question taraude l'esprit des jeunes diplômés camerounais. Au-delà de la fonction publique, quelle est la stratégie gouvernementale pour favoriser la création de ces emplois au regard de ces milliers d'emplois perdus du fait de la crise anglophone? Quelles mesures d'accompagnement ont été prises par le gouvernement afin d'accompagner, de garantir au moins des revenus pour ces travailleurs aujourd'hui en chômage technique du fait de la crise anglophone? Élément de réponse dans ce reportage que signent Séverin Thioban et Ked Diarra.
Plusieurs semaines après le discours du président de la République, qui annonçait la création de 500 000 emplois en 2019, la politique du gouvernement demeure floue. Interrogé sur le sujet lors de sa descente à Douala, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, reste vague. Sans apporter de précision sur les secteurs dans lesquels les 10 emplois seront créés, il positionne les patronats, le Fonds national de l'emploi et l'entrepreneuriat comme des solutions aux problèmes de l'emploi jeune. Les emplois, on les crée. Le gouvernement recrute. Le JICAM recrute. Ces jeunes qui viennent de mettre cette institution en place recrutent. Dans l'informel, on en recrute. Je peux vous garantir que lorsque, au mois de décembre, au 31 décembre 2019, que le chef de l'État dira le nombre d'emplois qui auront été créés, moi, en tant que responsable de l'emploi et de la formation professionnelle, je viendrai donc, je vous apporterai les détails infalsifiables, incontestables des emplois qui auront été créés. À un moment où le JICAM qualifie de désastreuse la situation économique nationale, le ministre, lui, rassure et présente le Cameroun comme le sauveur de la sous-région. Vous savez, il faut être le Cameroun pour avoir au moins 3 fronts. Le front de Boko Haram, les 2 fronts dans le nord-ouest et le sud-ouest, et ce que nous avons à l'est. Il faut être le Cameroun pour maintenir notre économie non seulement stable, mais continuer à progresser. On prévoit cette année, je crois, 4%, 4 ou plus de 4%. Pendant que tous les autres pays de la sous-région qui ne connaissent pas les déstabilisations et les difficultés que nous connaissons, tirent la langue. Et si aujourd'hui le franc CFA de l'Afrique centrale n'est pas dévalué, c'est grâce au Cameroun. Au sujet de nombreux emplois menacés et perdus du fait de la crise anglophone, soit 6 000 au total, selon le JICAM, l'homme politique explique. Nous avons perdu incontestablement 6 000 emplois. Nous le regrettons, le gouvernement le regrette, mais le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures. Mais alors toutes les mesures pour que cette guerre s'arrête. Le principal soutien du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'armée, dont la mission est de maintenir l'intégrité territoriale, mais c'est des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui en ont ras-le-bol. Cette guerre connaîtra la fin et les emplois perdus là-bas non seulement reviendront, mais seront multipliés par N. Mais en attendant, aucune véritable politique n'a été implémentée par le même gouvernement pour soutenir de nombreux employés de la CDC et autres qui aujourd'hui se retrouvent dans l'instabilité et l'insécurité. Une certaine information circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une certaine marche blanche qu'aurait programmée le MRC le 17 mars prochain. Un communiqué signé du secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maître Ndong Christopher Mvé, précise que le MRC n'a programmé jusqu'ici aucune marche blanche pour la journée du 17 mars prochain. Il appelle les militants et les Camerounais à être vigilants quant à l'authenticité de cette information qui, selon le secrétaire général du MRC, est fausse. Aucune marche n'a été programmée pour le 17 mars prochain à Yaoundé. Toutefois, le MRC qui exige toujours la libération sans condition de Maurice Kamto, ses alliés, ses militants et sympathisants qui sont placés en détention du côté de Yaoundé. Partons à présent à l'étranger avec cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Est. Le président de la République française cherche à contrecarrer l'influence chinoise dans la corne de l'Afrique et pourtant son discours peine à convaincre les dirigeants de ces pays d'Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie, où il a demandé au Premier ministre éthiopien de faire attention à cette dette vis-à-vis de la Chine. Un discours qui peine à passer pour ces pays d'Afrique de l'Est, désormais tournés dans la coopération Chine-Afrique. D'autres précisions avec Éric Martial Ndjomo. Emmanuel Macron a visité la plus grande base militaire française à l'étranger. C'était lors de l'entame de sa tournée est-africaine à Djibouti.
Avant cela, il a été reçu par le président djiboutien. Son arrivée dans ce pays de la Corne de l'Afrique revêt son importance dans le réchauffement des relations entre la France et Djibouti, relations en froid depuis près de 10 ans. Un refroidissement qui a facilité la percée en termes de partenariat économique de la Chine dans ce pays. Il était donc question pour Macron de tenter de diminuer l'influence chinoise, non seulement dans ce pays, mais aussi dans toute la sous-région Afrique de l'Est. À Addis Abeba, en Éthiopie, le président français avait pour mission de réchauffer la relation bilatérale France-Éthiopie. Depuis 1973, aucun chef d'État français n'était plus venu dans ce pays. Macron y a signé des accords de défense et de coopération dans des domaines culturels et économiques. Le président français a salué les efforts du Premier ministre Abiy Ahmed d'Éthiopie qui depuis près d'1 an a réussi à faire la paix avec l'Érythrée, pays voisin, mais surtout a mis en place un gouvernement paritaire et a promis une libéralisation complète de l'économie. Emmanuel Macron a aussi visité le siège de l'Union africaine où il a été reçu par le président de la Commission Moussa Mahamat Fakir. Après l'Éthiopie, le président français s'est rendu au Kenya. Et toujours dans l'actualité nationale, un problème que rencontrent les jeunes diplômés, notamment dans la région de l'Ouest, après la nomination du préfet de la Menoie. Du côté du Premier ministère, plus aucune nouvelle autorité n'y a été affectée. Du coup, les jeunes diplômés peinent à avoir la signature de leur attestation de relevé de notes et de diplômes. Pour cela, ils doivent se déplacer jusqu'à Bafoussam, ce qui affecte leurs dépenses en matière de transport, ce qui suscite également de nombreux désagréments. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. De ce reportage, le désagrément de ces jeunes diplômés à Tchang, dans le département de la Menoie, en l'absence du préfet, désormais, qui a été nommé du côté de Yaoundé. Il n'a pas été remplacé jusqu'à ce jour. Et du coup, les jeunes sont contraints de se déplacer jusqu'à Bafoussam afin d'obtenir la signature des autorités administratives sur leurs documents officiels. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Présenter un concours administratif dans la Menoie, région de l'Ouest du Cameroun, relève d'un chemin de croix. Le préfet de cette localité ayant été muté il y a un peu près de 2 mois. Le parent avait ses moyens financiers à désirer pour un premier temps que je fasse le concours niveau licence. Moi j'ai fait toutes mes pièces. La seule pièce qui exigeait la signature du préfet, c'était l'attestation de présentation du diplôme de licence. Or, me renseignant à la préfecture, l'adjoint au préfet ne signe pas, seul le préfet signe. Notre préfet a été nommé. Il y a moins d'1 semaine, sur l'axe Tchamba-Foussam, un accident de circulation a coûté la vie à 2 personnes. Voyant ces difficultés, certains postulants se sont découragés. Certaines personnes, même de ses camarades, quand ils disaient faire son cours, ont été découragés, ils ont laissé. Et avec un gain de temps, non pas que notre temps est saboté, on gaspille plus de 4000 pour une pièce. Non pas seulement 1500 la pièce, la négociation pour qu'on te signe sur place, pour ne pas dormir dans la ville. Lorsque tu dactylographies à Tchang, il n'y a que le préfet de Tchang qui peut signer. La seule issue, Bafoussam, la ville la plus proche. Sauf qu'une fois sur place, il faut faire parler son porte-monnaie pour être vite servi. Nous sommes arrivés pour faire la pièce. C'est la secrétaire qui a voulu taper l'attestation pour mettre le timbre parti de par la préfecture. A dit il faut encore me négocier 1000 francs pour que j'essaie de faire vite à part. La fille a négocié 1000 francs, elle a vite signé et elle a entrepris le voyage pour Yaoundé directement. Cela n'est pas que l'apanage des étudiants. Ces écrivains des circonstances tournent le pouce à longueur de journée. Ça, c'est une période de concours où nous sommes appelés à faire des saisies et faire signer par le préfet. Or, l'absence du préfet nous pénalise puisque les étudiants qui sont appelés à faire ces dossiers sont obligés de se déporter dans les autres régions, en l'occurrence Douala, Bafoussam et autres, pour signer, puisque ce document est signé seul par le préfet et rien que le préfet. Alors les étudiants préfectoraux ne peuvent pas signer, non pas qualité de cette signature. Entre établissement de l'extrait de casier judiciaire, certificat médical, timbrage des dossiers, signature de l'autorité, dépôt des dossiers et bien d'autres, aucune étape n'est aisée. Dans la région de l'Ouest Cameroun, 2 départements sont sans préfet. Les populations attendent les sirènes de Yaoundé.
Un publie reportage dans ce journal, la Cameroon Institute of Specialization, qui prime ses meilleurs étudiants. C'était lors d'une cérémonie de remise des parchemins de la 9e promotion de cette formation, une promotion baptisée Étoile. Reportage. La Cameroon Institute of Specialization célèbre ses meilleurs étudiants. Ils sont au total 300 lauréats, parmi lesquels 4 majors nationaux, arrivés au terme de leur formation professionnelle. Parés de leur plus bel uniforme, les étudiants de la 9e promotion baptisée Étoile ont véritablement brillé, tels des étoiles, tout au long de leur parcours académique. Le nom promotion Étoile a été motivé par le fait. Ces apprenants au cours de l'année se sont distingués d'une façon particulière de toutes les années précédentes que nous avons eues, notamment par leurs compétences, leur attitude et même encore plus remarquablement avec les scores qu'ils ont eus pendant l'examen national qui a été presque jamais vu. 99,3% pour ne pas arrondir à 100% l'examen du certificat de qualification professionnelle et 92% l'examen du diplôme de qualification professionnelle. Regroupant 4 majors nationaux du territoire camerounais, c'est quelque chose de remarquable au sommet juste pour les étoiles. Après plusieurs mois de dur labeur, l'heure est aux réjouissances pour les récipiendaires. Pendant ces 9 mois de formation, ce n'était pas du tout facile, mais je remercie vraiment tout le personnel de CIS et tous les bataillons blindés, comme le dit bien souvent le directeur de l'école, qui ont vraiment concouru à ce succès. Et je suis tellement émerveillée de recevoir mon parchemin et les cadeaux qui m'ont été offerts par Techno et aussi par CIS Formation. Un succès qui ne saurait être sans les efforts conjugués des enseignants de qualité. CIS est un centre de formation professionnelle de référence depuis bien des années. La qualité également des enseignants est un atout majeur de CIS parce que les enseignants sont chevronnés, ils sont très expérimentés chacun dans leur domaine de compétences et la particularité c'est que les enseignants à CIS sont plus pratiques que théoriques. Positivement remarqué par les entreprises partenaires au CIS durant leur stage de formation, ces apprenants sont prêts à affronter le monde de l'emploi. Le marché de l'emploi vient de s'enrichir d'une pléiade de jeunes nantis de compétences dans des domaines aussi pointus que la mécatronique, les TIC. Je félicite tout pour cela le promoteur de CIS Formation, qui depuis près de 9 ans s'est mise aux côtés du ministère de l'Emploi pour former les jeunes Camerounais. Je demande par conséquent aux chefs d'entreprise d'ouvrir leurs portes à cette jeunesse qui est prête à rentabiliser leur plateau technique afin que leurs entreprises soient plus compétitives. Et je demande à ces jeunes de se rapprocher des services étatiques pour les appuyer dans leur insertion socio-économique. La Cameroon Institute of Specialization, pôle de la formation professionnelle et des métiers de l'entreprise depuis 10 ans, travaille en étroite collaboration avec des partenaires de qualité. Techno is a multinational company that believes so much in the talent of youths and also encourage academic talents. So that is the reason why we have been with CIS for 4 years now, and we have been giving them support in all the various domains that they need. How? We have been giving awards to the best students that have excelled in the course of their training. En tant que jeune entreprise, nous avons accepté d'accompagner cet événement dû au fait que chez CIS, vous avez des jeunes Camerounais qui sortent avec une formation spéciale. Et nous, en tant que jeune entreprise aujourd'hui, qui a sa 3e année installée au Cameroun, nous avons la lourde responsabilité d'accompagner des entreprises comme celle-là. À CIS, on y retrouve plusieurs filières, à savoir douane transit, logistique, informatique et réseau, gestion des ressources humaines, qualité, hygiène, sécurité et environnement, chaudronnerie, électricité, comptabilité et secrétariat. La Cameroon Institute of Specialization est située à Douala, au carrefour Ange Raphaël, face collège André Malraux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 6 000 emplois perdus du fait de la crise anglophone. Issa Chiroma Bakari l'a réitéré aujourd'hui à Douala. Il regrette au nom du gouvernement cette situation dans les régions anglophones. Pour autant, la mesure d'accompagnement attendue pour ces travailleurs désormais en chômage technique prolongé de façon indéfinie, rien n'a été clairement évoqué comme stratégie gouvernementale pour soutenir ces travailleurs camerounais aujourd'hui en chômage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, qui peine également à pouvoir évoquer comment le gouvernement compte favoriser la création d'emplois dans les secteurs d'activité porteurs pour ces 500 000 emplois attendus en 2019. Les réseaux sociaux annoncent une marche du MRC pour le 17 mars. Et le secrétaire général du MRC dément cette information. Aucune marche n'est prévue pour le 17 mars prochain. C'est en tout cas la substance d'un communiqué signé du secrétaire général du MRC, confirmé par le porte-parole de Maurice Kamto. Ils estiment que cette annonce n'est pas officielle et que seul le secrétaire général du MRC est habilité à pouvoir annoncer de telles marches blanches. Il appelle les militants sympathisants du MRC à rester vigilants sur le fait qu'aucune marche blanche n'est prévue pour le 17 mars prochain à Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous d'abord demain, jeudi. On sera encore ensemble, Serge Alain. Oh là là. Demain, c'est jeudi. Voilà, demain, 20h, Cédric. Bonne soirée à vous, une fois plus, Cédric. Rendez-vous demain, 20h, Cédric, avec Cédric Douffelé, demain à 20h. Madame, monsieur, la suite Equinox Soir dans un instant, toujours en compagnie de nos 4 panélistes.